dire. Alors, 30 ans de Maastricht, vous me permettrez de vous dire que moi j'écris Maastricht, sauf lorsque l'éditeur me demande de l'écrire avec un A, car c'est ainsi qu'on écrivait le nom du temps d'Artagnan, du vrai d'Artagnan, du capitaine commandant la première compagnie des mousquetaires du roi, qui est mort devant Maastricht lors du siège de juin 1631. Bien. Alors, j'ai amené un petit livre qui est décalé, mais pas complètement. C'est un éminent collègue, je ne le cite pas puisqu'il n'a pas publié, un éminent collègue de l'université Paris-Cité, l'ex-université Paris 5, un roman d'anticipation publié en 2004 intitulé Imagine, comme la chanson, et note confidentielle sur les événements des 6 et 7 février 2022. C'est-à-dire 30e anniversaire, il anticipait le 30e anniversaire de Maastricht. C'est désopilant et glaçant à la fois. Donc il y a les exagérations, la fantaisie, les caricatures. On n'en est pas là où prétendait qu'on en serait, mais il y a une partie du livre qui est prophétique. Donc comme toujours dans ces choses-là, la tendance est la bonne. Alors, tout passe, c'est l'art, l'université, les émissions de télévision, la politique, les stars. Il explique que les stars du cinéma X deviendront, 30 ans après, ce que sont à l'époque des gens 90, les stars du football. Bon, voilà. Alors, je vous le signale parce qu'il y a 2 ans encore, il était disponible. J'en ai offert à certains de mes assistants, ne pouvant pas les inviter au restaurant, étant emmerdés d'État, selon les termes officiels. Donc, je leur dis, je vais les remercier comme ça. Voilà. Alors, donc, 30 ans après le traité de Maastricht, sauf inattention, j'ai pas l'impression que l'on a fêté dans la liesse l'enthousiasme cette année, donc les 30 ans du traité de Maastricht. À l'époque, pourtant, c'était apparemment un nouveau départ. Jacques Delors, je ne veux pas l'accabler, qu'il est très âgé, il faut respecter les vieillards ont droit au respect, ils n'ont pas droit au commandement, disait Péguy. Nous interdisait d'ailleurs aux adversaires de parler. Ceux qui ne sont pas d'accord doivent changer de métier, ne plus faire de politique. Ça concernait Philippe Séguin notamment. Et il disait aussi que Maastricht allait créer 5 millions d'emplois dans l'Union dans les 5 ans. On a oublié tout ça. Résultat, il y en a 5 millions qui ont été détruits au profit de nos concurrents asiatiques notamment. Bien. Alors je ne vais pas insister sur ça, mais vous aurez remarqué que ceux que l'on traitait d'eurosceptiques, c'était d'ailleurs un euphémisme, parce que c'est par conviction, ils sont plus que... Moi, je n'ai jamais été eurosceptique, j'étais franchement résolument contre cette construction-là. Je me souviens avoir fait mon opinion en lisant, pendant le week-end de Pâques 92, l'ouvrage qu'avaient signé ensemble Philippe Séguin et Marie-France Garot, de la France, de l'Europe en général, de la France en particulier, je crois, où j'étais en pleine rédaction de ma thèse, donc je me suis distrait un peu et j'ai râlé pendant les vacances pour ne pas pouvoir participer à la campagne parce qu'il m'a fallu soutenir ma thèse à la rentrée et donc finir de l'écrire. Voilà. Alors, donc, mes convictions ont été faites très tôt et j'ai eu le sentiment j'avais 30 ans, que c'est à 30 ans que je suis devenu véritablement adulte, comme on le pensait du temps du Christ. Pour les Juifs, la majorité était à 30 ans, et peut-être c'est l'âge qu'il faut pour avoir suffisamment grandi. Alors, Victor citait Philippe Séguin, oui, alors je vous invite, parce que c'est prophétique, à lire, s'il est toujours disponible, le Discours pour la France, qui est la reprise. C'est un petit livre, mais un long discours, le discours qu'il avait prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale dans la nuit du 5 au 6 mai 1992, intitulé donc Discours pour la France. Si vous le reprenez, hormis cette image-là bien parlante qu'on est souvent où on ne l'est pas, on n'est pas à moitié, comme une porte, elle est ouverte ou elle est fermée. Quand elle est fermée, elle est fermée. Il n'y a pas d'autre. Ouverte, il y a plusieurs degrés, mais fermée, c'est fermé. Voilà. Alors, je ne vais pas développer tout, parce qu'on pourrait rester 5 ou 6 heures minimum là-dessus. Je vais développer un seul, à partir de l'actualité de l'évolution, un seul aspect, le fameux leitmotiv, la fameuse rengaine, le fameux message que l'on nous sert depuis 70 ans. L'Europe, c'est la paix. Ou, version dérivée, l'Europe nous protège, l'Europe, c'est la sécurité. Donc tout cela est absolument faux. Mais vous savez qu'à chaque nouveau traité, on a droit à une injection nouvelle. C'est comme le faux vaccin, puis ce n'est pas un vaccin, Pfizer. Alors que l'on a appris, j'ai lu ça la semaine dernière, qu'une responsable de cette entreprise avait déclaré devant le Parlement européen que jamais n'avait été testé
la non-transmission par ce don. On le sait, ce qu'on a vu après, il s'agissait de faire mise sur le marché et de faire de l'argent. Monsieur Véran en prend pour son grade, le mensonge fait homme. Bien. Vous savez qu'il a dit que les chiffres, on ne conteste pas les chiffres. Moi, j'ai toujours appris et compris que la seule chose que l'on peut discuter, ce sont les chiffres, justement, selon la présentation que l'on en fait. Bien. Enfin, donc, l'Europe nous protège, l'Europe assure notre sécurité. C'est un slogan qui est faux. Alors, il y aura deux parties. Première partie, je vais vous dire qu'il est faux de dire que Maastricht, c'est donc le traité qui a fondé l'Union européenne, qui n'a pas définitivement, puisqu'il était intitulé Traité sur l'Union européenne, ont créé quelque chose en devenir. Et plusieurs traités successifs, Amsterdam, Nice, puis le traité établissant une constitution pour l'Europe qui n'a pas été ratifié, mais qui est repris, on ne vous l'avez pas voulu sous forme de suppositoire, vous l'aurez sous forme de sirop, par le traité de Lisbonne, je dis comme ça, parce qu'un sirop ça passe mieux d'habitude. Bon, voilà, alors donc, il y a des choses qui sont déjà inscrites dans le traité de Maastricht, qui n'ont été qu'approfondies ou amplifiées depuis lors. Alors, donc, le premier mensonge ou première contre-vérité, ça c'est plus prudent, il est faux de dire que depuis Maastricht, l'Union européenne garantit la sécurité intérieure dans un espace sans frontières, puisque c'est aussi ça, on voulait créer un espace de liberté, c'est l'article 60, je sais plus combien, l'article 61 du titre 4 du traité qui disait ça. On va créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Bon. Et préfiguré par l'espace Schengen, on va en reparler. Je vous rappelle aussi, parce que ça m'avait marqué très jeune, j'étais encore au lycée en terminale, ce que disait Lénine. En tant que théoricien de la Révolution, plus on répète un mensonge, plus il y a de chances qu'il passe pour une vérité. Alors si vous êtes aujourd'hui sensible aux médias, on vous répète pas matin, midi et soir, en continu maintenant, la même chose, et vous arrivez à vous persuader que c'est la vérité. On ne remet plus en cause des choses qui sont assénées avec autorité et un aplomb parfois déconcertant. Voilà, alors donc il est faux de dire que Maastricht et l'Union européenne donc garantit la sécurité. Pourquoi pouvons-nous dire cela ? Parce que le droit, donc à la fois le droit conventionnel, les clauses des traités, à commencer par celui de Maastricht, et le droit jurisprudentiel, c'est l'interprétation qui est donnée par les juridictions européennes. Il faut penser que le droit, c'est pas, surtout en matière européenne, c'est pas seulement les traités, ce qu'on appelle le droit primaire. Ce sont aussi les interprétations audacieuses de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est souvent le moyen d'influencer les États dans la rédaction du traité suivant. Le traité ultérieur reprend, consacre, amplifie ce que la jurisprudence a déjà dit, et parfois contre la volonté des États. Mais enfin, ensuite, il y a une certaine lâcheté devant ce qui est fait. Alors, donc, c'est le droit conventionnel stipulé par les traités, ceux qui l'ont suivi de Maastricht, et c'est aussi le droit jurisprudentiel sécrété par la jurisprudence. Alors, tout a commencé, si on peut dire, s'agissant de cette sécurité intérieure, par un accord international conclu en 1985, donc avant l'Union européenne, dans un cadre qui n'était pas communautaire, puisque c'était la communauté à l'époque, mais par 5 États membres de la communauté européenne. Alors cet espace Schengen, avait vocation de créer un espace sans frontières intérieures dans lequel tout pourrait circuler, marchandises, capitaux et personnes, les contrôles ne se faisant qu'à l'extérieur. Bon. En 1990, on a, par une convention, on a amplifié cela, et petit à petit, on l'a intégré comme étant un acquis communautaire au traité d'Amsterdam, et on en est aujourd'hui à cette situation où 22 États sont membres de cet espace Schengen, donc où la sécurité n'est garantie qu'aux frontières extérieures, 26 États, mais seulement 22 de l'Union européenne, qui en compte 27. Vous voyez que ça ne correspond pas exactement. Il y a 4 États non membres de l'Union européenne qui sont partis à ces conventions de Schengen, et la plupart, dont 22 sur 27, c'était le cas pour les Britanniques quand ils étaient, ce qui expliquait Sangatte. Il y avait un contrôle avant l'accès sur le territoire britannique, puisque les Britanniques n'étaient pas membres de l'espace Schengen. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce truc ? L'idée, c'était donc de faciliter la libre circulation, notamment des personnes à l'intérieur. Bon. Donc de supprimer les postes de douane et les contrôles à l'intérieur.
Ce qui, à l'époque, je me souviens, l'amiral Gaucherand disait, qui avait commandé le groupe aéronaval, disait on devrait créer l'association Douaniers sans frontières. Il y avait toutes sortes de douaniers. Bien. Alors, on a ici un cas typique de la confrontation de deux libertés. La liberté d'aller et de venir, comme on disait, de libre circulation, on disait comme ça au XVIIIe siècle, et la sécurité qui, pour Montesquieu, au XVIIIe siècle aussi, était la première des libertés. Alors, comment se pose le problème ? C'est tout simple, un enfant de 7 ans qui a l'âge de raison le comprendrait. Si vous multipliez les contrôles, les occasions donc d'intercepter un délinquant, quel qu'il soit, un trafiquant, un étranger en situation irrégulière, donc dit sans papier, mais hors la loi, parce que si on n'a pas de papier, c'est qu'on est rentré irrégulièrement, qu'on a méconnu les lois. Vous voyez comment il y a une manière de présenter les choses positivement pour celui qui a franchi. Donc si vous multipliez les contrôles, vous avez d'autant plus de chances d'intercepter celui, ou un criminel, peu importe, celui qui est donc indésirable. C'est le principe de la double coque pour un navire. Si vous avez qu'une coque, si une déchirure, le Titanic, bon, il y avait les compartiments, mais ça pouvait. Si une déchirure de la coque extérieure, donc, et c'est la seule coque, va emporter le naufrage du navire. Si vous avez une double coque, peut-être que la première sera déchirée, mais que la deuxième coque permettra donc au navire de flotter, en tout cas de ne pas s'échouer. C'est ce qu'on pratique sur les fameux pétroliers géants aujourd'hui, double coque pour éviter cela. Bien. Alors, quelques chiffres, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir, ça paraît chaque année, donc c'est des chiffres que citait M. Stefanini dans le Figaro du 25 avril 2021, Patrick Stefanini. 600 millions de personnes pénètrent chaque année à l'intérieur de l'Union. 600 millions. Et parmi celles-ci, il y en a un cinquième, donc 120 millions, qui ne font pas l'objet d'un passage fichier, autrement dit, dont on ne peut pas savoir si elles ont des antécédents de délinquance ou pas. Donc, tout cela pénètre. S'ils sont acceptés à la frontière extérieure, ils sont ensuite libres comme des poissons dans l'eau dans l'espace Schengen. Bien. Alors, on a toutefois, alors c'est ça qui est assez curieux parce que les commentaires, les auteurs des accords de Schengen, la deuxième convention, 1990, avaient quand même prévu une clause de sauvegarde, c'est-à-dire la possibilité pour un État de suspendre temporairement, mais autant de fois que nécessaire, dans sa limitation. On ne pouvait pas le faire pour indéfiniment, mais on pouvait le renouveler, suspendre les applications des accords de Schengen, autrement dit, rétablir les contrôles aux frontières intérieures. Alors, on a constaté que ça s'est fait, la France l'a fait aussi, mais on l'a fait, vous allez voir dans quelles occasions, pour protéger les grands de ce monde. Alors on l'a fait pendant l'affaire du Covid, mais pour protéger. Alors moi je me souviens, en 2004, lorsque le président des États-Unis d'Amérique est venu commémorer le 60e anniversaire du débarquement anglo-saxon de Normandie, anglo-saxon puisqu'il n'y a que 177 Français du commando Kieffer qui ont débarqué, plus mon père y était, ceux qui étaient embarqués sur les navires qui bombardaient la côte. Donc les journalistes ont dit ça, pour assurer la sécurité donc, du président des États-Unis, on a suspendu les accords Schengen, ce qui voulait dire que donc, en pratiquant la libre circulation des personnes, on ne favorisait pas la sécurité. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont rien, comme on les a appelés, les Français ne méritaient pas une telle protection. Et chaque fois qu'on a un Conseil européen, un G7 ou un G8, on voit qu'on rétablit, pendant un mois parfois, les contrôles aux frontières. Donc c'est bien l'aveu, les journalistes vous annoncent ça et n'en font aucun commentaire. C'est bien l'aveu que le principe de la libre circulation dans le cadre de Schengen n'est pas un facteur qui favorise la protection, la sécurité des Européens, des États européens, des ressortissants des États européens. Bon. Alors, il y a cet aspect qui est assez curieux. Puis il y a l'aspect jurisprudentiel. L'aspect jurisprudentiel, c'est qu'on vous dit parfois, quand on vous prend de haut en disant que vous ne le connaissez pas, que les questions d'ordre public, de sécurité intérieure, sont de la compétence des États et pas de l'Union. Autrement dit, l'Union ne peut mal faire puisqu'elle ne peut pas faire, elle n'est pas compétente. C'est pas faux, mais c'est pas exact. C'est toujours plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que l'Union a développé des principes qu'elle a appliqués généralement. Par exemple, et que l'on peut retrouver. Alors, c'est un des articles du traité sur le fonctionnement précise bien, en effet, que les États, les compétences régaliennes, police, justice, sont réservées aux États. Seulement, certains de mes collègues parlent d'îlots de compétences réservées aux États. Le problème, c'est qu'il y a un principe de primauté qui veut que le droit de l'Union prime le droit des États membres. Donc, s'il y a contradiction,
c'est le droit de l'Union qui s'appliquera de toute façon. Et puis il y a surtout un autre aspect, alors que moi, il faut 2 heures pour expliquer aux étudiants, qui est l'absence d'une clé de répartition des compétences. Ça avait été mis sur le tapis à chaque traité depuis Maastricht. On a dit qu'il faut clarifier la répartition des compétences, ce que peut faire l'Union, ce que continuent à faire les États. On ne l'a jamais réglé. On a inventé ce principe de subsidiarité en le détournant, en disant ce qui peut être fait au niveau le plus, c'est un principe de saint Thomas d'Aquin, ce qu'on peut faire au niveau le plus proche donc des individus, des personnes, plutôt pas des individus, des personnes, on le laisse là pour le maximum de liberté, on ne confie à des institutions plus grandes que ce qui ne peut pas être fait au niveau local. On l'a inversé, on a expliqué que ce principe était réversible. Il justifie l'extension des compétences de l'Union. C'est ce qu'on trouve déjà dans le premier traité qui modifie Maastricht, Amsterdam. Alors, quelle est la réalité ? La réalité, c'est que le droit actuel, alors, c'était pas très clair, ça allait un peu mieux, mais la philosophie est la même, c'était pas très clair dans le traité de Maastricht, parce qu'on évoquait les compétences exclusives sans avoir une liste de compétences exclusives. On les a aujourd'hui. Ce qui n'était pas très clair, qui est devenu un peu plus clair, mais qui ne remet pas en cause le principe, c'est que les États, donc, n'ont pas de compétences réservées. L'Union est omnicompétente. On pose le principe qu'elle n'a de compétences qu'attribuées par les États. Puis on fait des catégories. Elle a des compétences exclusives, ça paraît normal, donc ce qui est exclusivement réservé à l'Union, donc n'est pas exercé par les États. La pêche, par exemple, je vous dis ça parce que si vous êtes de la 7e circonscription de l'Hérault, c'est la mienne, à chaque élection législative, vous avez les candidats à la députation qui promettent de défendre la pêche. Or, ils ne peuvent pas, ce n'est pas une compétence de l'Assemblée nationale, c'est une compétence de l'Union européenne. Donc, où ils se moquent de leurs électeurs, où ils ignorent pas l'essentiel du droit. Bon. Et ce qui explique que l'Islande n'a jamais voulu entrer dans l'Union parce qu'elle vit de la pêche, on lui aurait mis des quotas et les Islandais auraient crevé la faim. Donc ils sont d'accord pour le libre-échange, mais pas pour être membres. Bien, alors, donc il y a des compétences exclusives de l'Union. Et puis après, c'est là la subtilité, il y a des compétences, si vous voulez, à titre principal pour l'Union, pour les États, mais dont l'Union peut se mêler. Autrement dit, si l'Union ne s'en occupe pas, les États sont libres de légiférer. Mais si jamais l'Union s'en occupe, c'est elle qui a la priorité, principe dit de préemption, et qui plus est, son droit est supérieur. Et puis il y a des compétences, on dit, d'appui, de soutien, de coordination, des compétences subsidiaires. Mais dans des domaines où l'Union, a priori, semble ne pas être compétente, mais elle peut venir compléter, corriger, retoucher, ajouter des choses à ce qu'ont fait les États. Ce qui fait elle bénéficie d'un principe d'attribution générale de compétences. C'est presque une contradiction dans les termes. Donc elle peut se mêler de questions qui, normalement, paraissent réservées aux États, c'est-à-dire l'ordre public, la sécurité intérieure, et toutes ces raisons de police et de justice. Donc on ne peut pas dire clairement... Alors, il est vrai qu'elle est assez prudente sur ce terrain-là, mais on ne peut pas dire qu'il y a des compétences réservées aux États en matière de sécurité. Bon. Et puis il y a un autre principe qui les surprend de tous, c'est ce principe invoqué à tout le monde, le principe de non-discrimination, qui est invoqué, d'ailleurs on oublie discriminatio en latin, c'est l'action de distinguer. En soi, c'est pas scandaleux. Discriminer, c'est distinguer. Bon. Ce qui peut être scandaleux, c'est le critère de la discrimination. La couleur de la peau, l'origine, bon, d'accord. Mais une discrimination en soi, c'est l'exercice normal de l'intelligence à quelque chose. Bon, faire des catégories. Alors, voilà, sélection. Alors, ce principe de non-discrimination est venu se substituer au principe que le droit français connaît depuis la Révolution, au principe d'égalité. Le principe d'égalité consiste à traiter différemment des situations différentes. Bon. Et c'est parfois qu'on ouvre des catégories nouvelles en matière de collectivité territoriale, je parle sous le contrôle des spécialistes, là, toutes les régions doivent avoir les mêmes compétences et les mêmes institutions. Bon. Pour la Corse, qui était une région et qui est objectivement particulière puisqu'il y a discontinuité territoriale, c'est une île, on a voulu la doter d'autres institutions et d'autres compétences. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé une catégorie nouvelle où la Corse est la seule représentante, pour lui donner un statut particulier qui déroge au statut des autres régions. Ainsi, on n'a pas méconnu le principe d'égalité. Toutes les régions sont traitées de la même manière. La Corse n'étant plus une région mais une collectivité à part,
est traité différemment. C'est un principe classique du droit français. Alors là, non, le principe de non-discrimination, c'est le traitement uniforme. On traite de la même manière le citoyen français honnête comme le délinquant, l'étranger respectueux des lois de la République et qui est régulièrement installé, comme celui qui est entré illégalement. Sinon, même mieux, je pense à l'aide médicale d'État, mais j'ai appris par des étudiants qu'un de nos jeunes assistants dit que ceux qui disent ça sont des fascistes, au mieux de droite de dire l'aide médicale d'État. Quand vous vieillirez, vous verrez que vous recevrez des courriers froids où on vous dit vous avez franchi, depuis 50 ans c'est le cas moi, vous avez franchi un cap et donc votre mutuelle maladie vous prélève un peu plus. Parce qu'autrement, les risques de maladie sont plus grands vu votre âge. Bon, alors vous dites, ça ne fait pas plaisir, parce que c'est quelques euros de plus par mois, enfin ça fait quelques dizaines par an. Et donc, vous dites, quand vous pensez que certains entrent illégalement, on ne paie rien, on a droit à tout, regardez, j'attendais qu'on me rembourse les frais de dentiste pour aller chez l'opticien changer mes verres. J'ai l'ordonnance, mais il va falloir le faire. Bien. Voilà, alors, c'est pour ça que je ne l'aimais pas, parce que je ne vois pas après. Alors, donc, vous voyez où on en est, on a une interprétation des traités qui va dans le sens où l'Union est compétente en tout domaine et peut donc rendre, si vous voulez, neutraliser les législations nationales qui se voudraient protectrices. Ce principe de non-discrimination, je le qualifie moi de principe incapacitant. Vous savez qu'il y a des gaz de combat, des gaz incapacitants, mais c'est pareil. Un principe qui rend impossible l'action publique, un principe incapacitant, donc qui paralyse l'action politique quand bien même un État voudrait agir. Alors vous pouvez regarder avec les recours, regardez aujourd'hui la fameuse, je parle du contrôle du fils du juge, les obligations de quitter le territoire français au QTF. Bon. À peine 15% sont exécutés. Avec le système des protections, des recours suspensifs devant des cours des juridictions nationales, des juridictions européennes, on a pris des mesures nationales relatives à l'ordre public et on ne peut pas finalement les rendre efficaces. Voilà. Alors on peut dire, bon, il ne faut pas les prendre, mais elles sont prises, elles sont légalement votées et elles ne produisent aucun effet. Donc ça peut expliquer aussi que les citoyens ensuite n'ont pas confiance dans leurs institutions. Voilà. Alors, on pourrait dire d'autres choses, je ne vais pas tout développer sur ce principe de non-discrimination. On voit en tout cas qu'il a une double origine. Il a une origine dans la charte européenne, alors comment elle est intitulée, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'on a exclue du traité parce qu'elle faisait partie de la partie 2 dans le traité d'établissement de la Constitution, qui est renvoyée en annexe, mais on dit, procédé tordu, que cette annexe a la même valeur que le traité. C'est ma collègue Anne-Marie Le Pourrier qui avait dit qu'il n'y avait pas plus tordu que ça. Mais c'est pas lisible. On lit le traité, on lit les articles. Bon, il n'y a pas la charte. Et puis il faut lire les protocoles ou déclarations annexes, et on voit qu'elle y est, cette charte, et qu'elle a la même valeur que les stipulations du traité. Bon, tout est fait pour rendre les choses incompréhensibles au commun des mortels, et même aux professeurs de droit. Je peux vous dire que moi je me suis lancé là-dedans. Heureusement qu'à l'agrégation, je n'ai pas eu de questions sur ces choses-là avec un spécialiste parce que je suis tombé des nues. Quand j'ai entendu en 2005 Josiane Balasco expliquer, elle agissait sur ordre de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, que c'était pas si compliqué que ça, je me suis dit, cette Josiane Balasco me fait rire quand elle joue la comédie. Mais là, elle ne me fait pas rire du tout, parce que c'est pas possible. Moi, j'avais passé je ne sais pas combien de temps pour voir. On avait scindé entre la partie première et la partie 3 un principe de Jean Monnet qui fait que pour adopter une proposition de la Commission, il faut la majorité, mais pour la refuser, la rejeter, il faut l'unanimité. Mais ce n'était pas dans le même article, ça. Alors qu'avant, c'était au moins regroupé. Alors, qu'elle ait tout compris, c'est pas possible. C'est pas possible puisque je l'ai trouvé parce que je savais que ça ne pouvait pas être supprimé. Mais j'ai passé un temps fou. L'article, par exemple, 15 et le reste, l'article 350. Bon, c'est incroyable. Voilà. Alors, j'en termine sur cette question de la... Alors si l'autre source, c'est la fameuse Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle se réfère aussi parfois, c'est assez compliqué, l'Union européenne. Cette fameuse Convention européenne des droits de l'homme qui a elle-même sa propre cour, la fameuse Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez que les journalistes vous parlent toujours de la Cour de justice européenne. Elle n'existe pas. Et la plupart ne savent pas qu'il y en a deux. Il y a la Cour de justice de l'Union européenne, jadis des communautés, et la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Alors, et ils font un commentaire. Ils ont une opinion.
ils ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, cette Cour européenne des droits de l'homme, vous savez qu'on le sait maintenant, le docteur en droit Gregor Pepinck en a fait un rapport, elle est noyautée par des juges qui ont appartenu à la nébuleuse de la fondation créée par George Soros, Open Society. Bon. Donc, la crédibilité, l'impartialité de cette cour. Alors, il y avait l'autre jour à Montpellier, je l'ai su trop tard, un juge européen, j'aurais aimé lui demander s'il était appointé par M. Georges Soros, s'il était entouré de la garde du corps, m'a-t-on dit. Bon. Et une sorte de sosie de Charles Michel. C'était en plus les deux Europes réunies en une. Bon, alors ça pose un problème, mais c'est pas dit. Vous voyez, si vous lisez, vous intéressez à la question, Pierre-Yves, vous le savez aussi, on le sait, mais les médias ne commentent pas. Quand ils veulent démolir une institution, ça y va. Et sinon, c'est l'omerta. Et moi, c'est que je remarquais depuis une trentaine, quarantaine d'années, on ne débat plus de certains sujets. Alors, on vous êtes l'anathème, on vous catalogue fasciste, ce qui était jadis souverainiste, maintenant c'est un degré. Vous savez qu'il y a l'ultra-gauche et puis 50 degrés de fascisme, pratiquement. Donc, vous êtes fasciste et on ne discute plus avec vous. Et même universitairement, j'ai vu que des articles... moi, jeune professeur, on m'a dit, on m'a dit, non, la réponse du directeur de la revue, qui était aussi membre du Conseil constitutionnel, c'était, non, ça veut dire, ça n'a pas plu. C'est pas la peine d'insister, ça n'a pas plu, donc on ne le publiera pas, quitte à publier, à demander à un collègue de faire une réponse, un débat. Non, l'omerta, on ne débat plus de choses qui ne doivent pas être débattues, donc c'est la pensée unique, ou la bien-pensance, ou la rien-pensance, c'est ceux qui ne pensent pas, qui répètent ce que les médias disent à longueur de journée. Voilà. Alors, il y a un autre aspect, l'autre aspect, c'est l'actualité qui nous le montre. C'est la sécurité commune. Le traité de Maastricht aussi a inventé une politique étrangère de sécurité commune. Un article qui a été réécrit ensuite, il est institué, comme si ça s'instituait comme ça, comme une politique étrangère de sécurité commune. Or, une politique étrangère de sécurité commune ne peut exister que s'il y a des intérêts communs aux États. Les objectifs, ça, on peut dire qu'on a les mêmes objectifs que les États-Unis, les droits de l'homme, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait une politique commune. La politique, c'est au service des intérêts. Ça, on le savait du temps de Général de Gaulle, on le savait du temps de George Washington, qui dans son testament disait « on ne peut pas croire un État au-delà de ses intérêts ». Bon, et l'ambassadeur Maillard rapporte que dans un conseil des ministres, un ministre, sans penser à mal, avait dit « nos amis américains ». Le général de Gaulle l'a repris. Ça paraît cynique, mais ça, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Si les intérêts sont... Et c'est pour ça que les alliances peuvent évoluer. Si les intérêts sont communs, on peut s'allier, faire une politique. Si les intérêts ne sont pas communs, et les intérêts de l'Amérique, ce ne sont pas ceux de l'Europe. Alors vous allez voir que le problème ne serait pas là, mais il est dans le traité de Maastricht déjà. Et on n'a fait que le répéter, l'amplifier. S'agissant de ce qu'on appelait jadis, il y a la Première Guerre mondiale, la haute politique, c'est-à-dire la politique étrangère et la politique de défense. Ce que Jean Baudin, définissant les attributs de la souveraineté, avait appelé au XVIe siècle conclure la paix ou faire la guerre. Bon, c'est ça, vous voyez de quoi il s'agit, qui conditionne tout le reste. Alors, s'agissant de ces questions, qu'est-ce qu'on constate ? Il est faux de prétendre donc que depuis Maastricht, depuis qu'on a créé l'Union européenne, les Européens, les États, les peuples européens, les citoyens de l'Union européenne, comme on les appelle, vous et moi, sommes protégés ou mieux protégés par cette politique de sécurité et de défense commune. Alors, je lisais, alors il y a énormément d'aspects qu'on pourrait traiter là. Je lisais même à propos de l'euro un article très critique, très inquiet même d'un représentant, d'un économiste de CGI Business Consulting. Vous voyez ce que c'est pas trop souverainiste ça. Bon, lui-même explique que l'euro ne nous protège pas, que l'euro s'affaiblit face au dollar, parce que le dollar, ce qui fait ça, c'est un assignat, le dollar, hein, ça ne vaut rien, mais c'est adossé à la première puissance militaire du monde, voilà, c'est crédible. L'Union européenne n'est pas une puissance, l'Union européenne est un marché. Bon, donc alors, c'est pour ça aujourd'hui, ceux qui sont vraiment dans la finance disent aujourd'hui, l'euro, c'est fragile parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait dit, ce que les économistes avaient dit, à une zone monétaire optimale. Donc, la seule variable d'ajustement, c'est l'emploi, le chômage ou la délocalisation.
savez, depuis, l'industrie française a perdu 30% de son activité depuis les années 80. Bon. Renault fabrique sur le territoire national que 15% de ses véhicules. Voilà, c'est ça. Alors, et tout ça parce que pour être concurrent. La région avait acheté des TER Bombardier, c'est une marque canadienne, parce qu'à l'époque, en 2004, vu le coût de l'euro par rapport au dollar, il valait mieux acheter ça que d'acheter des Alstom. Alors maintenant, on a racheté des Alstom qui sont plus larges. D'ailleurs, on ne risque pas de mettre le pied dans le vide quand on sort, ce que je remarque. Voilà. Alors, donc, s'agissant de cette sécurité commune, donc, qui implique la politique étrangère et la défense, deux remarques. D'abord, une approche générale et théorique, si vous voulez. La PESC est ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de sécurité commune et de défense. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Et puis l'illustration à propos du conflit qui sévit en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Alors, si on part de 1992, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'un article, donc je ne sais plus lequel à l'époque, c'est aujourd'hui l'article 42 du traité sur l'Union, explique donc que l'Union européenne a une politique étrangère de sécurité commune en lien avec la politique de l'OTAN. Elle doit être compatible avec les orientations arrêtées dans le cadre de l'OTAN. L'OTAN, vous savez qu'il y a comme participants des États qui ne sont pas européens, le Canada, c'est pas ça qui est gênant, mais surtout les États-Unis d'Amérique, principal contributeur. Et on sait que dans le cadre de l'OTAN, toutes les décisions normalement, elles devraient se prendre par un vote unanime. On pratique le consensus. On s'assure que personne n'est contre. Et le secrétaire général de l'OTAN préside, et on constate que systématiquement, personne n'ose s'opposer à ce que veulent les États-Unis. Donc c'est les États-Unis qui décident. Bon. Donc, en fonction de leurs intérêts, bien ou mal compris, parce qu'on peut dire qu'ils ont parfois mal compris. Vous savez que les États-Unis, c'est un peuple d'adolescents, parfois ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils veulent dominer le monde, ils n'ont pas compris, comme le comprenait le réaliste Kissinger, il faut jouer l'un contre l'autre. En 1972, les États-Unis, Kissinger et Nixon, reconnaissent la Chine communiste parce que la Russie soviétique est l'élément le plus dangereux. Donc ça casse la logique. Aujourd'hui, leur intérêt aurait été de se rapprocher de la Russie actuelle contre la Chine. Non, ils veulent éliminer la Russie d'abord et puis la Chine. Présomption. Alors, derrière, vous voyez aussi à qui profite cette politique. Ce qu'avait annoncé le président Eisenhower en quittant le pouvoir en janvier 1961. Il avait dit la plus grande menace à venir, donc, avant l'installation du président Kennedy, la plus grande menace pour la démocratie, c'est le poids du complexe militaro-industriel, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État profond, industrie en tout cas de l'armement. 40 milliards des États-Unis déversés en Ukraine. À qui ça profite ? Au complexe industriel, militaro-industriel des États-Unis. Et si vous remarquez, depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les présidents ont engagé les États-Unis dans des conflits ou ont relancé des courses aux armements, sauf un qui, après s'être engagé un peu dans la guerre du Vietnam, était prêt à se retirer, Kennedy. Il a été assassiné. Et un autre, Nixon, peut-être pas très sympathique, qui a mis fin à la guerre du Vietnam, qui a mis fin à la course aux armements par les accords SALT II, et on lui a sorti une histoire de micro pour s'en débarrasser. On n'a pas eu besoin de l'assassiner. Moi, je me souviens d'une conférence que j'étais en première année, à 40 ans, du responsable des affaires internationales du Monde, son dernier directeur. Après, c'est plus le Monde, plus ce qu'il était. André Fontaine, qui nous disait que les Soviétiques n'avaient jamais cru à cette histoire de micro du Watergate. Pour eux, c'était un complot juif pour se débarrasser de Nixon, à cause de la guerre de 1973, où les États-Unis ont empêché Israël d'avoir une victoire écrasante sur les États arabes, qui aurait relancé le conflit, qui aurait empêché des négociations, parce que le président Sadat ne voulait pas faire disparaître Israël, il voulait que les lignes bougent, ce qu'il a fait, pour qu'on puisse à nouveau engager des pourparlers. Et ce qu'avait très bien compris Kissinger, si on avait laissé continuer le conflit, ce qui nécessitait d'approvisionner en matériel militaire Israël serait arrivé au Caire. Bon, c'est une humiliation nouvelle et donc un conflit nouveau à venir. Alors que là, on s'est arrêté, chacun avait pris pied de l'autre côté du canal, on pouvait négocier. Mais il est vrai que les juifs américains reprochaient à Kissinger, juif, d'avoir empêché Israël d'avoir une victoire éclatante. Bon, mais Kissinger était un réaliste. Bon, il ne faut jamais humilier, on le sait pourtant, le 14-18, il ne faut jamais humilier le vaincu. Il faut savoir sinon on ne peut pas établir une paix durable. On ne suscite que le sentiment de revanche. Toujours est-il que cette PESC, donc, elle est renouvelée
depuis 1900. Alors, on a même rajouté des éléments nouveaux. On a maintenant la possibilité reconnue aux États européens entre eux de conclure, alors c'est les fameux accords franco-britanniques, quand les Britanniques étaient membres de l'Union européenne, mais les accords continuent, de Lancaster House en novembre 2010, où il y a une conjonction des moyens, notamment de transport des Britanniques et des Français, pour des interventions hors de l'Europe. Ce qui a été fait, on a voulu l'inaugurer aussitôt avec la Libye. Bon, très bonne idée, on a vu ce que ça produisait ensuite. Bon. Allez demander aux Libyens s'ils sont heureux maintenant, plus heureux et plus en sécurité que du temps de Kadhafi. Bon, on a attaqué Kadhafi au moment où il s'était assagi et pas au moment où il aurait fallu le faire. Bon, là aussi. Bon, et puis le Sahel, c'est ça. La Libye surarmée, très peu peuplée, avec les supplétifs venant du Sahel, ils sont repartis avec les armes qu'ils avaient. Bon, alors, pour en venir à cela, les Européens peuvent convenir entre eux ce qu'on appelle des coopérations renforcées. Mais il est bien précisé que ces coopérations renforcées entre États européens doivent être conformes, cette fois-ci pas compatibles, mais conformes à la politique de défense arrêtée dans le cadre de l'OTAN. Vous aurez peut-être aussi remarqué, il y a maintenant 18 ans, que tous les États, les 10 États dans le premier wagon, les 10 États qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, sont passés par la case OTAN. Ils ont d'abord été adoubés par les États-Unis, sont devenus membres de l'OTAN, y compris les pays baltes, qui étaient des pays de l'Union soviétique, pas des pays satellites, où on fait les manœuvres militaires maintenant. Donc, ouais. Ils sont devenus d'abord membres de l'OTAN et puis membres de l'Union européenne. Bon, alors il y a ces aspects-là, je vais y revenir en terminant. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate finalement que la politique étrangère de l'Union européenne et la politique de défense, de sécurité et de défense, est finalement sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Or, les intérêts des États-Unis d'Amérique ne sont pas nécessairement les intérêts des États français, des États européens et de la France en particulier. Bon, que les États-Unis fassent des erreurs sur la compréhension de leurs propres intérêts, c'est une chose, mais on devrait d'ailleurs en être instruit. C'est dessous. Ça vient de dehors. Dehors, oui. Alors, on est à Montpellier, que voulez-vous ville bobo. Bon, parce que je sais qu'il faut finir. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le sort des États membres de l'Union européenne aujourd'hui, depuis Maastricht, alors c'est vrai de plus en plus, et on ne va pas prendre toutes les étapes, donc, qui ont fait dépendre d'un État tiers non européen, les États-Unis, le soin de leur désigner qui était leur ennemi, on voit ce que ça donne. Or, le théoricien du droit, controversé, sulfureux, voilà pourquoi, après, si vous le voulez, on a des questions, car Schmitt disait que lorsqu'un État s'en remet à un autre, fût-ce un allié ou un supposé protecteur, du soin de lui désigner qui sont ses ennemis, ou qui doit subir des sanctions économiques, cet État et ce peuple n'existent plus politiquement. Ils sont asservis, ils sont aliénés, ils ont perdu toute indépendance, toute existence en quelque chose de propre. Et si les plus anciens, je ne suis pas de cela parce que j'étais né, mais je n'ai quand même pas le souvenir, on se souvient pourquoi le général de Gaulle avait retiré la France du commandement intégré de l'OTAN, pas de l'Alliance Atlantique, du commandement intégré de l'OTAN, c'est pour ça, pour éviter que la France se trouve entraînée dans un conflit, dans une guerre, en plaçant ses forces militaires sous commandement américain directement, qui n'était pas le sien. On est solidaire dans l'Alliance Atlantique, mais on garde la maîtrise des moyens militaires. C'était ça. Et on développe par ailleurs une force de dissuasion nucléaire propre, qui avait été ensuite saluée par Nixon comme étant un élément d'incertitude qui renforçait la dissuasion par rapport à l'URSS. Parce qu'il y avait, si on calcule comment va réagir les États-Unis, mais comment va réagir l'autre possesseur d'une arme nucléaire ? Vous savez qu'il n'y a que les États-Unis du côté occidental de la France. On a entendu des âneries, y compris l'ancien ministre, je le croyais, l'ancien ministre de la Défense et ministre des Affaires européennes, juste avant, en février, nous expliquait que l'OTAN aussi était une puissance nucléaire. Mon œil, les États-Unis sont une puissance nucléaire. Les Britanniques ne sont pas une puissance nucléaire. Ils disposent de missiles et d'ogives qui sont la propriété des États-Unis. Il y a le principe de la double clé. Pour que Liz Truss, une autre, elle a disparu, elle a passé 6 semaines, je crois, oui. Elle n'est plus Premier ministre, qui a expliqué qu'elle était prête à déclencher le feu nucléaire. Elle ne pouvait pas.
Ça dépend du point de vue des États-Unis d'Amérique. Donc les sous-marins lanceurs sont bien de construction britannique, mais c'est les accords de Nassau, ce que ne voulait pas de Gaulle. Mais l'arme nucléaire britannique, elle est sous contrôle des États-Unis. Bon, alors le danger, il vient de là. Il vient du fait que, rationnellement, on sait qu'un État, c'est la doctrine d'ailleurs apparue dans les années 60, un État ne peut s'exposer lui-même à des représailles nucléaires que si c'est sa survie qui est en jeu. Cuba, c'était ça. Les États-Unis étaient menacés par des missiles qui pouvaient raser un tiers des États-Unis, et donc il fallait les démanteler. Quand il s'agit d'un État tiers allié, on ne peut pas imaginer, à moins que le pays soit gouverné par un type qui est sénile. Alors, ça a valu pour l'URSS, Tchernyenko et Andropov. Bon, c'est ça le danger, c'est plutôt ça. On ne peut pas imaginer que rationnellement un État prenne le risque de mettre en péril sa propre existence pour la protection d'un tiers, fût-ce un allié. C'est pas, dans le cadre nucléaire, c'est pas concevable. Donc, a fortiori, s'il s'agit d'un État qui n'est même pas dans l'alliance, comme l'Ukraine aujourd'hui. En revanche, ce qui est l'intérêt des États-Unis, c'est leur politique, celle qui a été définie par le géopoliticien Brzezinski, qui est mort aujourd'hui mais qui continue, c'est d'anéantir la puissance russe. Et s'il faut pour cela faire tuer les Ukrainiens jusqu'au dernier, on est prêt à le faire. C'est ça le problème. Et en même temps, ça permet de neutraliser les États européens, les soumettre complètement à la politique des États-Unis, alors que, en pensant que c'est l'intérêt des États-Unis, alors que c'est sans doute pas le leur, parce qu'ils ne comprennent pas que s'ils veulent vraiment affronter la Chine, ensuite il faut l'isoler et pas rapprocher. Vous savez ce qui s'est passé. La Russie se rapproche de la Chine, alors que la Russie est plus européenne qu'asiatique. C'est pas de gaieté de cœur qu'il y a un rapprochement. Depuis, vous savez que l'histoire de la Russie est compliquée aussi, on s'alarme. Vladimir Poutine est sans doute le chef d'État russe le plus libéral de l'histoire de la Russie. Pas le plus démocrate, plus libéral. Vous savez que pendant 3 siècles, la Russie a été dominée par les Tatars ou les Mongols, jusqu'à l'équivalent du règne de François Ier, jusqu'au milieu du XVIe siècle. Un Russe énergique, Ivan IV le Terrible, a libéré la Russie de l'occupation mongole. Ce n'était pas certes les critères de la démocratie contemporaine. Mais vous pensez toute la période, 3 siècles, 1250, 1550, la Renaissance, tout ça n'est pas apparu. Donc, n'oubliez pas non plus que le tsar Alexandre II a aboli le servage 4 ans avant l'abolition de l'esclavage économique aux États-Unis. J'ai découvert ça, moi, il y a une quinzaine d'années. 1861, 1865. Et il y a eu une guerre civile aux États-Unis. Il n'y avait pas que ça, c'était l'enjeu mis en avant. Donc, alors, nous sommes alliés des Russes depuis 1052. Depuis nos amis russes sont plus anciens que nos amis américains. Depuis le mariage de Henri Ier de France, petit-fils de Hugues Capet, avec Anne de Kiev, qui rappelle que le berceau de la Russie, Vladimir le Grand, ces 2 États sont liés. C'est l'Ukraine. Bon, il en est né d'ailleurs le premier roi Philippe, qui est un nom parce qu'on pensait qu'il descendait de Philippe de Macédoine. Donc, alors, vous voyez que quand vous allez un peu en retrait, vous dites c'est plus compliqué que ça. La fameuse Crimée, elle a été ukrainienne parce que un jour qu'il avait peut-être un peu trop bu, d'ailleurs on m'a pas servi moi de l'eau, autre chose que de l'eau, Khrouchtchev a décidé de la donner à l'Ukraine qui était dans l'URSS complètement intégrée à la Russie. Bon, dans l'histoire de cette partie-là de l'Europe, l'Ukraine a été indépendante, je crois, 30 ans. Bon, et maintenant depuis 91. Bon. Alors là aussi, on voit que le président actuel, bon, il est sympathique, mais c'est quand même un comique. Hein. Moi, je me souviens, et je me suis dit, après tout, il était plus sensé que ça. Il y a 40 ans, Coluche, le comique Coluche, avait annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Bon, ça a inquiété d'ailleurs François Mitterrand plus que quiconque. Bon, alors moi je dis c'est scandaleux, c'est pas bon mélange de tous les genres. Je me dis aujourd'hui que le fameux Michel Colucci avait sans doute plus de bon sens que ce comment il s'appelle Volodymyr Zelensky. Bon, il multiplie. Alors on comprend que c'est un fantoche. J'ai pris la définition, c'est un fantoche. Qu'est-ce qu'il fait 5 jours avant l'agression, encore qu'agression, il s'agit aussi de protéger. On invoque en Occident la responsabilité de protéger les populations du Donbass. Hein. Bon. Alors, 5 jours avant l'agression, entre guillemets, on peut discuter sur le fait de l'agression, Zelensky annonce que si l'Ukraine n'est pas intégrée à l'OTAN, l'Ukraine dénoncera le mémorandum
Budapest de 1994 dans lequel elle avait accepté la dénucléarisation. C'est-à-dire, je suis prêt à me lancer dans un programme nucléaire. Comme on que pour les Russes, c'est un casus belli. Bon. Alors ça aussi, enfin, bon, et on voit bien que ce type, il est plus ou moins, on le pousse à la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit récemment? Qu'il fallait bombarder préventivement les sites nucléaires soviétiques. C'est déclenché, ce qu'a dit Vladimir Poutine, il a raison, c'est déclenché la Troisième Guerre mondiale. Donc, alors, on comprend, bon, je ne justifie pas ce qu'a fait la Russie, mais les choses sont toujours beaucoup plus compliquées. Et ce type-là, moi, me paraît de plus en plus irresponsable, c'est ça. Et sûrement parce qu'il est manipulé par les intérêts. Les Américains veulent se servir, les États-Unis veulent se servir de l'Ukraine pour se débarrasser de la Russie. Bon, c'est très vieux, hein, depuis la fin du 19e siècle, c'est l'idée qu'il faut empêcher une entente Russie-Allemagne, et il faut enfermer complètement la Russie, la couper des mers chaudes, ce qu'a été la politique des tsars, essayer d'atteindre les mers chaudes, et donc pas seulement l'URSS communiste, mais la Russie. Et on voit que la politique des États-Unis à l'égard de la Russie, alors que l'URSS a disparu, est toujours fondée sur ces mêmes principes. Et ça, la plupart des journalistes ne veulent pas le voir. Je suppose qu'ils sont assez intelligents, ne veulent pas le voir. C'est pas contre la Russie communiste, c'est contre la Russie elle-même. Puis, si vous réfléchissez un peu, on a un discours en double langage. On nous dit à tout moment que Vladimir Poutine est un ancien du KGB. Et le président George Herbert Bush, le papa, hein, celui qui a déjà un porte-avions à son nom, qui sait qu'il a dirigé la CIA dans les années 70 ? On ne le dit pas souvent. Bon, vous allez dire, la CIA, c'est plus gentil que le KGB. Enfin, la CIA, dans les années 70, a organisé, par exemple, le coup d'État du général Pinochet au Chili. Bon, alors, tant mieux peut-être pour les Chiliens, parce que sinon, ils seraient allés à la ruine. Mais enfin, bon. Alors, vous voyez, c'est le poids de mesure. On accable un en disant, son passé, c'est le service secret soviétique, et l'autre, il a été président des États-Unis 4 ans, 8 ans vice-président. Il a aussi dirigé les services secrets. Il a dirigé même les services secrets des États-Unis. Alors, ça ne justifie pas, mais ça permet de prendre un peu de distance et de voir que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et du point de vue européen, on est aligné. On est aligné. Et alors, pourquoi ? Parce que peut-être on ne veut pas montrer qu'il y a des désaccords sur la politique étrangère des États membres de l'Union européenne, parce qu'on a affirmé qu'il y avait une politique commune. Ça a commencé très tôt, et lorsque l'Allemagne a reconnu d'ailleurs déjà l'indépendance de la Croatie, alors qu'on avait... La guerre des Balkans. Voilà, c'est montrer que celui qui est le plus déterminé à faire valoir ses intérêts, il les fait valoir. Et ensuite, on a dit, ah oui, mais comme on vient de proclamer et se réjouir d'une politique commune, on ne peut pas dire le contraire. Et là, c'est un peu ça. Alors qu'il semblerait, moi je ne sais pas comment je le perçois, que le président Macron ait conscience, par des déclarations, des petites déclarations, qu'on est en train d'être entraîné dans une politique qui dessert les intérêts des Européens, des États, des peuples et des citoyens, et surtout ça peut être une guerre. Voilà, alors je vous ai dit ça dans le... Alors, puis aussi, quand on lit, il y a 2 rapports, en 92 et en 2004, en plus, ceux de la CIA est publié sur Internet 30 ans après. Mais là, je l'avais lu dans des livres. En 92, donc au moment où l'Union européenne naît, un rapport du Pentagone, dans le quartier général des armées américaines, publié dans le New York Times. La mission des États-Unis sera de s'assurer qu'il ne soit permis à aucune puissance rivale d'émerger en Europe occidentale, l'Union européenne donc, en Asie, la Chine, ou sur le territoire de la communauté des États indépendants, les États de l'ex-URSS. Bon. 2004, CIA. L'action politique des États-Unis doit être de contrer les velléités que pourrait avoir l'Union européenne de s'ériger en concurrent ou rival, peer competitor, afin de jouer un rôle international majeur à la hauteur de sa taille. C'est clair, la politique des États-Unis est complètement orientée vers la suprématie, contrôler ses alliés, éliminer ses rivaux, et si possible en utilisant tous les moyens, ça peut être le peuple ukrainien en l'espèce. Voilà. Alors tout ça, alors on verra si la politique française s'émancipe un peu, mais on comprend qu'il y a un alignement qui est organiquement
institué par le traité de Maastricht et les traités qui ont suivi, en disant que la politique étrangère de sécurité commune et la politique donc, de défense doivent être compatibles ou conformes avec celles arrêtées dans le cadre de l'OTAN, autrement dit celles arrêtées par les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et je m'arrête là parce que j'ai déjà parlé trop longtemps. J'ai été beaucoup plus brouillon à la fin. Merci beaucoup. Juste avant de vous parler, je voulais déjà vous remercier tous d'être là et je remercie une nouvelle fois les organisateurs parce qu'ils me donnent quelque chose qui est assez rare dans la vie d'un intervenant public, c'est de pouvoir co-conférencer avec quelqu'un qui vous a en partie formé intellectuellement. Parce que j'ai beaucoup lu le professeur Clapier et je lui dois beaucoup et je tenais à le remercier. Vraiment, ça me fait quelque chose de co-conférencer avec lui. Je vais essayer d'être le plus ramassé possible en vous remerciant une nouvelle fois. Les 30 ans de Maastricht, on va être assez clair. Moi, si vous voulez, comme le disait mon camarade et ami, l'intellectuel de l'écologie organique Laurent Ozon, l'avantage de Rougeron, c'est qu'il pense ce qu'il appelle la souveraineté anthropologique. C'est-à-dire que, moi, avant de faire des matières un peu commerciales, comme l'économie du développement ou la géostratégie, à la base, je suis historien des idées politiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avant tout un des doctrinaires aujourd'hui du souverainisme français, à travers les livres que j'édite, à travers les revues que je dirige. Je crois profondément que certaines structures politiques créent des hommes aptes à la liberté, et que certaines structures politiques créent des hommes aptes au servage, malheureusement. Et que nous avons mis des siècles à nous débarrasser de ça et que certaines régions du monde ne s'en sont pas débarrassées et d'ailleurs n'ont pas nécessairement à s'en débarrasser si elles décident de ne pas s'en débarrasser. C'est pas à nous de donner le quorum du monde, si vous voulez. Néanmoins, nous avons une histoire de 25 siècles avec la notion de liberté. Nous l'avons eu par nos pères grecs, nous l'avons eu par le droit romain, nous l'avons eu par la philosophie scolastique médiévale, nous l'avons eu par la Renaissance, nous l'avons eu par les Lumières, nous l'avons eu par le sacrifice de nos anciens face au totalitarisme. Un jour, on demandait au général de Gaulle, est-ce que ce qu'on appelle l'Europe, mais ce qui pour le général de Gaulle, le dernier roi chrétien, c'est la chrétienté toujours dans l'esprit du général. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez sous les yeux. Est-ce que l'Europe peut disparaître ? Oui, si c'est le cas, si on ne peut pas l'empêcher, il faudra regarder parce que ça n'arrivera pas tous les jours, la faillite d'une civilisation. Or, c'est sur le triangle noir de Maastricht que j'aimerais attirer votre attention. Pour moi, les pires effets de l'Union européenne sont d'avoir créé une espèce de micro-occidentalisme, si vous voulez, comme un effet de petite serre, voyez ? C'est-à-dire que tous les effets de la décadence de l'Occident en modèle réduit et en accéléré. Je vais vous donner l'exemple économique, c'est assez simple, l'Union européenne est la seule part du monde qui ne s'est jamais remis de la crise de 2008. Jamais. Pourquoi ? Parce que la structure communautaire fait que quand il y a un mieux dans le monde, l'Europe ne le connaît pas ou peu, mais quand il y a quelque chose de mauvais, elle le connaît plus longtemps et plus gravement que les autres. C'est-à-dire que l'Union européenne est une surinfection de l'ensemble des plaies de civilisation que nous vivons. Je ne vous demande pas d'être pour, je ne vous demande pas d'être contre. Je vous demande d'observer. Est-ce que d'autres parts du monde ont autant dégénéré que l'Europe de l'Ouest ces 30 dernières années ? Vous voulez voir ce que c'est des royaumes combattants ? Moi, je vis les circonvolutions de ma vie m'ont emmené en Asie assez souvent. Vis-à-vis de pays comme la Corée du Sud, je le dis sincèrement, 90% des pays européens, vous êtes des clodos. On va être très clair. Vous êtes déjà out. C'est pas la peine. Vous ne jouez plus dans la même cour, civilisationnellement. C'est pas la peine. Je sais que ça choque, parce qu'on a encore, disons, le charisme mal placé de l'homme blanc du 19e, mais peut-être qu'il est grand temps de réduire la voilure, question bêtise. Parce que le privilège de réduire cette voilure nous-mêmes ne nous sera pas toujours laissé.
peut-être un jour que quelqu'un viendra le faire. Et beaucoup de pays du Grand Sud, aujourd'hui, veulent le développement séparé. Si nous allons encore les chercher, peut-être que ce développement séparé tournera à l'affrontement. Et comme je l'avais dit à un journaliste facétieux, et malheureusement une trop grande affection pour le bon mot me fait parfois dire plus que ce que je ne veux dire, un journaliste qui disait « mais nous pouvons arriver jusqu'à la place rouge », je lui ai dit « il est vrai que vous avez plus de chars à fleurs que de chars de première ligne, donc vous pourrez les garer sur la place rouge si vous voulez, mais je crains qu'ils vous attendent ». Or, revenons à ce triangle noir. Ce triangle noir, c'est le rapport à soi, c'est le rapport à l'autre et c'est le rapport à la liberté qui a été profondément touché par tous les peuples qui sont aujourd'hui en Union européenne, à l'exception de celui qui a déjà eu l'intelligence de prendre la porte. Il faut quand même se rendre compte que l'Union européenne, et ça c'est un fait objectif, que tout le monde peut reconnaître, a habitué les populations européennes à quelque chose qui a été leur hantise pendant 25 siècles. Chez nos pères grecs, quels sont les pires régimes politiques ? La tyrannie. La xénocratie. Et le pire, la tyrannie xénocratique, donc le tyran étranger. Mais pour un grec, le xénocrate, c'est le comble absolu de l'horreur. Aujourd'hui, nous sommes habitués que des gens qui n'ont aucun lien culturel ou organique avec nous puissent déclencher une agressivité vis-à-vis d'un État nucléarisé, alors que je rappelle que le champignon atomique, si les Russes décidaient de l'utiliser, c'est pas parce qu'on est à Montpellier que vous n'allez pas le voir. Je vous le dis tout de suite. Vu la puissance de nos armes, vous allez voir Mars et sa banlieue. Donc, évidemment, comme toute xénocratie, le tyran étranger vous prend comme du bétail utilisable pour ses buts, ce qui est normal. C'est à ça que ça sert d'être xénocrate. C'est que vous avez des tas de populations serviles et dominées et vous les envoyez au carton, c'est pas les vôtres. 1. 2. On est devenu indifférent au fait de légitimité. Est-ce qu'on se rend compte que chez nos pères grecs, le tyrannoctone, le tombeur de tyrans, l'homme qui tuait les tyrans, c'est l'homme qui entre dans l'immortalité immédiatement. Donc si vous voulez, chez nous, aujourd'hui, on a été habitué à avoir des gens, si vous voulez, on est habitué, quand quelqu'un vous dit Ursula von der Leyen a dit que t'es qui toi ? T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fais là au fait ? T'es qui à la base ? Plus personne ne pose la question. Or, ça, c'est une régression intellectuelle de plusieurs siècles. Aucun homme de la Renaissance, aucun homme des Lumières n'aurait accepté ça. Le seul type humain que nous avons créé qui aurait accepté ça, c'est l'homme masse des années 30. Mis à part que l'homme masse des années 30, aujourd'hui, ce ne sont plus les masses travailleuses ou rebelles, c'est ce que Emmanuel Todd appelle les crétins diplômés, c'est-à-dire que l'homme masse est devenu le prof masse ou le cadre sup masse. C'est-à-dire théoriquement formé à réfléchir et en réalité conditionné à obéir. Mais avec le surmoi d'en savoir plus que tout le monde, alors qu'en fait, il est encadré de manière moutonnière. Mais comme il a l'impression de choisir son auge, il a l'impression d'être un homme libre. C'est l'esclave satisfait, le pire. Or, cette xénocratie a réussi à vous faire avaler l'idée de souveraineté limitée. Mais parlez aux Polonais, parlez aux Tchèques. Eux, ils l'ont vécu, la souveraineté limitée. La souveraineté limitée, c'est très simple. C'est dire, ce qui est à moi, ce qui est à toi est négociable. Et on se dit, ah ouais, non, mais pourquoi pas ? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Vichy, c'est une expérience de souveraineté limitée. Désolé. Donc, et on se dit, c'est pas si grave. Mais c'est pas si grave. Ce qui veut dire au passage que, et Bernanos avait raison, la liberté est devenue une valeur indifférente à l'être occidental terminal. Bon, le déclassement est devant nous, c'est très net. Ok ? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Nous avons créé une notion très particulière qui est la notion de citoyenneté. La citoyenneté, c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'homme du commun
animal politique, et en réalité c'est le transvasement dans la pensée grecque du culte des héros dans la quotidienneté du citoyen porteur d'armes. Je vous rappelle que c'est la seule classe combattante. C'est ce qu'on a donné de mieux, c'est la meilleure dimension de l'homme, c'est sa dimension politique, donc apte à trouver la liberté. Ça, c'est en train de disparaître, et particulièrement en Europe de l'Ouest. Les Américains sont beaucoup moins touchés que nous. Je mets les cheveux bleus à part, qui, sur les 350 millions d'Américains, ne représentent rien. D'accord ? Il y a qu'eux qui s'en rendent pas compte. Donc, et vous inquiétez pas, vu le devenir social du mouvement woke, on n'en parlera pas dans 5 ans. Or, le problème, c'est que nous, on est allé beaucoup plus loin dans la dépossession de nous-mêmes, alors qu'on est par exemple les derniers à croire à une espèce d'automate international qu'est l'Union européenne, fondée sur un droit qui n'en est plus un, et sur une économie de marché qui n'en est plus une. Je vous rappelle que l'euro est une monnaie Potemkin qui associe le pire de l'ultralibéralisme et le pire du soviétisme, c'est-à-dire qu'elle casse la logique de marché. N'importe quel libéral devrait hurler face à ce qu'est l'euro. Elle casse la logique de marché d'un côté, et en même temps, elle soumet aux 4 vents d'un monde géoéconomiquement dangereux les populations qui y sont soumises. Donc si vous voulez, c'est le combo de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est une valeur dont on s'éloigne lourdement. Or, cette xénocratie nous donne en plus un rapport à l'autre qui est totalement biaisé. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, par exemple, on dit la communauté internationale. La communauté internationale, c'est les gens qui ont pris et appliqué les sanctions contre la Russie. 18% de la population monte. 82% n'a rien pris, rien appliqué. Or, à titre personnel comme analyste, le jour où la liste des pays est tombée, je me suis dit, jamais la Corée du Sud et le Japon n'auront la bêtise d'appliquer réellement. La Corée du Sud, on l'a su très vite. Le Japon, on l'a su il y a 6 jours. C'est-à-dire qu'ils ont condamné verbalement, ils ont dit qu'ils prendraient, et dans les faits, parce qu'ils ne sont pas complètement stupides. Donc résultat, les dindons de la farce, c'est qui ? C'est nous. Nous, c'est les Français. C'est même les pays d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest d'un point de vue général. Si vous voulez, on va flinguer une partie du devenir de nos populations pour des buts géopolitiques que nous ne sommes pas capables d'atteindre. Et pour des rêves qui ne sont pas les nôtres. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel État européen, au-delà de tout ce qui nous différencie, moi à titre personnel, la civilisation commune, pour moi c'est un discours qui est l'équivalent du panafricanisme, du panarabisme, tout ça c'est du flan. Tout ça c'est du flan. Généralement on parle des grands, on a des grands trémolos dans la voie sur la civilisation, quand on n'a pas de force pour changer le réel. Deng Xiaoping, il a pas fait des tralala sur la civilisation chinoise, il a sorti la Chine de l'aération. Lee Kuan Yew, il a sorti Singapour de l'aération. Les grands hommes, ils font ça. Ils vous disent pas des tralala sur la civilisation et le bonheur sur la commode. Ça, c'est un discours qu'on a quand on n'a pas de prise sur le monde. Or, aujourd'hui, nous avons un rapport à l'autre qui est biaisé. Je vais vous donner l'exemple simple qui est une des créations du traité de Maastricht, c'est le service d'action extérieure. Les diplomates de l'Union européenne qui mettent en danger de manière courante nos ressortissants. Vous savez pourquoi ? Parce que ce sont des diplomates généralement allemands qui vont voir des pays, par exemple des pays comme l'Égypte du maréchal Sissi, et qui leur disent bon, il va falloir faire des choses importantes. Bon, je me bats au Sinaï contre les terroristes, j'essaye de sauver un pays qui a une des démographies du monde arabo-musulman les plus élevées, j'essaye de les sauver, de couler économiquement. Qu'est-ce que je fais pas ? Ils ne faisaient pas de gay pride au Caire. Excusez-moi, je demande bien pardon. Et le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte que, par exemple, on a développé une diplomatie de l'intime sur les ordres de l'Union européenne, que la plupart des chefs d'État de pays en développement le supportent encore moins que le reste. Parce que ça, ils prennent ça comme une ingérence jusque dans leurs propres systèmes familiaux. Nos ressortissants le paieront, un jour ou l'autre. Et dans certains pays, ça commence déjà. Donc, si vous voulez, on a une vision totalement faussée du monde. Aujourd'hui, les Européens ne sont plus la pointe de diamant du progrès ou du développement. Ils sont pris pour la pointe de diamant de la dégénérescence par une part non négligeable des pays en voie de développement. Et ces pays ont aujourd'hui la force matérielle, parce que la souveraineté, c'est pas du tout quelque chose d'éthéré, la souveraineté.
La souveraineté, c'est très matériel. C'est d'être apte face à son destin. Vous êtes armé, vous n'êtes pas armé. Or, la plupart de ces pays-là ont aujourd'hui les moyens, parce qu'ils les ont gagnés, de nous dire gentiment 2 tons en dessous. Et nous, on va les chercher. Et c'est qui ? C'est l'Union européenne qui va les chercher. Je vais vous donner un exemple que la plupart on l'ignore. Moi, j'ai été en poste 5 ans face à ces gens-là. Le Parlement européen s'érige tous les mois à la plénière de Strasbourg en juge de 3 pays, tous pauvres. Généralement, il y a toujours un pays africain. Il y a un allié faible de la Chine, donc au choix la Birmanie ou le petit royaume du Cambodge, la terrible menace cambodgienne sur le monde, et le délirant, et un pays latino-américain qui, Amstramgram, tombe sur le Venezuela. Pas de bol. Eux, ils perdent au grattage, ils perdent au tirage. Donc, comme quoi, hein. Et alors, on leur fait une longue lettre. Vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Si vous voulez, moi, je suis désolé, je croyais que les casques blancs, je croyais que ça nous était passé. Mais pas du tout. Vous avez qu'à faire ci, vous avez qu'à faire ça. Et nous gelons vos avoirs. Nous volons vos avoirs. Et nous interdisons une partie de votre personnel diplomatique de voyage. C'est-à-dire ce qui a été fait à la Russie, qui, je vous le rappelle, est une régression en termes de droit international. On ne touche pas aux diplomates et on ne touche pas aux avoirs des pays. Enfin, pour en plus se les redistribuer, parce que l'Union européenne est en train de statuer sur ce qu'elle va faire du pognon. Non mais vous rendez... C'est l'équivalent d'une attaque de diligence. Or, et le problème, c'est que ce qu'ils ont fait là, dans le dossier de la Russie, ils le font depuis des années, des petits États pauvres. Et dans certains cas, ça a tourné de manière dramatique. Je pense à l'affaire de l'Ouganda. Le monde, aujourd'hui, une large part du sentiment anti-occidental qui monte à cause de l'impérialisme américain, certainement, mais on déteste encore plus les laquais. Or, les supplétifs européens sont de moins en moins supportés. Et le pire, c'est que comment voulez-vous que la France puisse donner un message à toutes ces régions du monde qui, en plus, ont un reliquat d'affection pour nous, très au-delà de ce que nous méritons. Parce que l'avantage de la France, c'est qu'elle a un crédit que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Et parfois, elle ne le mérite pas. Mais c'est un état de fait. Pour qui a fait le tour du monde, c'est un état de fait. Or, aujourd'hui, nous avons un rapport à l'autre qui est totalement faussé. Et j'ai peur que l'Union européenne nous attire de plus en plus loin d'un monde qui se multipolarise. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus du tout pour l'Occident de guider le monde, mais de rattraper le monde. L'Occident a décroché. L'Occident a décroché. Et le vrai propos pour un occidental du XXIe siècle, c'est de redevenir un État normal qui veut assurer sa pérennité dans un ensemble complexe et multipolaire où chacun peut trouver sa voie. L'ère des grands empires se termine. Le confort intellectuel de la position de soumis que nous a donné la guerre froide, nous aurions dû y renoncer dès les années 90. Nous tentons au prix de l'or et à n'importe quel prix de faire perdurer le confort intellectuel de la guerre froide. Ce monde-là va mourir. Il est en train de mourir. Toutes les institutions de Bretton Woods et de la guerre froide, FMI, Banque mondiale, sont en train de tomber les unes après les autres. Parce qu'aujourd'hui, un pays qui a besoin d'argent ne va pas voir le FMI, il va voir la Chine. Pas tout à fait le même tarif. Or, si vous voulez, nous devons revenir dans le monde, parce que là, le Grand Sud demande son développement séparé. C'est très dangereux. Pas pour eux, pour nous. Parce que eux, dans le nouveau mur de Berlin, ils seront 82% de la population monde. C'est nous qui sommes du mauvais côté du mur ce coup-ci. Ce que Madame Yellen appelle la mondialisation between friends. Et évidemment, au premier Friends, c'est évidemment Van der Leyen à qui ça s'adresse. Parce qu'elle s'imagine déjà être là l'équivalent de Yellen aux États-Unis, alors qu'en fait, les maîtres ne prennent jamais les laquais en égalité. Enfin, si vous voulez, comme disait Jean Ferrat du Figaro, les maîtres ont encore des âmes de valet. Donc, ce grand déclassement international que l'Union européenne, depuis qu'on lui en a donné les moyens, affirme des deux mains des deux pieds, soutient des deux mains des deux pieds, à titre personnel me terrorise parce que nous allons nous retrouver
avec un monde qui n'aura de sens que pour les Occidentaux, c'est-à-dire au passage un groupe de peuples qui a 3 points communs: déclassement scientifique constant, déclassement démographique constant, déclassement militaire constant. Et à un moment, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nos enfants auront à en payer la note. En plus, dernier et ultime point, le rapport à soi, ça finit par avoir un effet sur nos populations qui est terrible. Premier effet, un effet d'emprise. Je prends emprise au sens de Régis Debray. C'est-à-dire, là, on est sous emprise quand vous voulez à tout prix adopter les volontés et les goûts de l'autre. Quand vous êtes totalement dans la volonté d'oubli de soi pour devenir un sous-autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Christophe Réveillard disait: l'Europe, de toute façon, n'a plus besoin d'être dominée par l'Amérique, elle est génératrice d'américanité. Et c'est très vrai. C'est très vrai. C'est-à-dire, nous sommes le pire de la gauche californienne. Le pire. Donc c'en est hallucinant. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que nous allons, disons, vers ce que certains appellent progressisme, et je ne vois pas tellement le rapport avec le progrès, et ce qui est porté par les institutions communautaires qui soutiennent à peu près la totalité du programme, que ce soit pour y avoir été en poste, que ce soit, ça va de la fin de l'écriture cursive jusqu'à l'arrivée du plan Juncker, c'est-à-dire quand même 30 millions de migrants d'ici 2050, on va arriver à un moment où le poison aura tué une partie des États européens. Je vous rappelle par exemple que les recommandations bruxelloises en termes d'intégration, c'est, je cite, ce processus à double sens où la personne fait don au pays d'accueil des cultures de son pays d'envoi, c'est-à-dire ils arrivent, vous acceptez. Ce qu'on appelle intégration au droit communautaire, c'est ça. Guillaume Bernard avait fait une étude scientifique là-dessus dans un ouvrage qui s'appelle Guerre civile et modernité, pour ceux que ça intéresse. C'est glaçant. Glaçant. Or, pour terminer, j'ai de lourdes craintes que la perte profonde et anthropologique de la notion de liberté à laquelle l'européisme nous habitue fasse qu'au moment où nous aurons à prendre de lourdes décisions collectives, non pas parce que... Olé ! Et non pas parce que... moi, je ne suis pas plus collapsologue que ça, si vous voulez. Moi, des civilisations qui s'arrêtent comme on appuie sur un bouton électrique, très peu pour moi. Mais néanmoins, où nous devrons prendre des grandes décisions collectives pour nous assurer un nouvel avenir et pour moduler et réformer ce qui doit l'être dans notre système de développement, j'ai peur que nous n'ayons plus ni la richesse en monde, ni la force vitale de le faire. Et à ce moment-là, ce sera le dernier déclassement de l'Europe occidentale, qui pourra devenir une grande banlieue du monde, au sens étymologique du terme banlieue, c'est-à-dire le lieu du banc. Et malheureusement, moi, à titre personnel, j'ai des enfants. Donc moi, je dois me battre contre ça. J'ai pas le choix. Surtout que la tentation de la fuite, j'estime que c'est même ignoble pour les autres, parce que je vois pas en quoi tous les autres pays qui, eux, font du réalisme politique, font de la souveraineté, font de la nation, ont à supporter les naufragés du progressisme qui arrivent chez eux et qui demandent l'aumône. Si vous voulez, c'est pas leur faute si nos pays sont foutus. On s'est foutus dedans tout seul. Et à nous de nous en sortir seuls. Merci.